première dia là. Ouais. Par contre, est-ce qu'on voit les participants? Là, moi, je vois. Non, aucune demande. Le partage est en cours. Tac. Alors, tac. On t'attend. Ah, tout le monde m'entend, parfait. Alors, on a un petit souci technique, parce que nous, on ne voit pas si les gens sont arrivés. Si, il y a 27 participants, c'est bon. Allez, on va démarrer. Il est 13h pile, la ponctualité étant quelque chose. Je souhaite donc la bienvenue à tout le monde pour ce premier événement Ergon de l'année 2023. Donc, le thème de l'année, ce sera donc les crises, savoir rebondir dans un monde en révolution. Et nous allons commencer aujourd'hui donc l'Ergon Café, en partenariat avec nos partenaires annuels qui nous aident tout au long de l'année, à savoir TVM, MSD et ILS, et spécifiquement pour l'Ergon Café, vu le sujet, par Virbac, qui s'est lancé dans un accompagnement des cliniques vétérinaires dans leur démarche en RSE. Et donc, sans transition, un petit résumé, je vous présente notre intervenante du jour, donc Caroline Bégul-Convert, qui a une double casquette, on va dire, au niveau scientifique et managérial, qui a travaillé 17 ans dans le monde de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et qui, là, s'est lancé et qui a ouvert sa propre boîte d'accompagnement forte de ses convictions écologiques. Donc, sa boîte s'appelle RSE Made Easy pour accompagner les PME et les entreprises dans les démarches RSE. Voilà, Caroline, je te laisse tout de suite la parole. Nous reprendrons tout de suite après sa présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si vous souhaitez prendre la parole, il faudra donc lever la petite main qui est en bas de votre écran pour qu'on puisse vous céder la parole. Voilà, à toi, Caroline. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un parcours éco-responsable en 2 étapes. Donc, aujourd'hui, nous allons échanger autour des fondamentaux. Il s'agit d'une session plus généraliste pour nous créer notre culture générale commune autour de notions comme développement durable, RSE, empreinte carbone, bénéfices, engagement, etc., etc. L'idée est de voir ce qui se fait actuellement dans les entreprises françaises. Alors qu'elles soient petites, moyennes, grandes, industrielles, de services, dans le domaine de la santé ou pas. Bref, je vais vous ouvrir les chakras. Et en fin de session, je vous donnerai les grands leviers sur lesquels vous pourrez commencer à réfléchir dans vos structures vétérinaires. Pourquoi? Parce que la deuxième étape de ce parcours, qui aura lieu jeudi 9 mars à 13h, on sera vraiment dans le concret. On aura commencé par les fondamentaux, là, on crée notre culture générale, et après le 9 mars, on est dans le concret. Et j'essaierai de répondre à la question suivante. Comment mettre en pratique dans vos structures une démarche éco-responsable, simple, efficace et adaptée à votre métier de vétérinaire? Avec des témoignages de cliniques qui ont déjà commencé l'aventure. Voilà, donc on commence par quelque chose d'assez généraliste et on finira par du concret et une mise en place pratique. Alors, cet exercice en visio, pour moi, il est assez nouveau, parce que normalement, j'interviens dans les entreprises en présentiel. Donc, ne connaissant pas vos niveaux, vous avez probablement des niveaux disparates, des attentes aussi disparates. Donc, si je crée des frustrations, j'en suis sincèrement désolée, mais à la fin, vous aurez mes coordonnées, email, téléphone, et il ne faudra pas hésiter à me contacter pour me poser vos questions ou me faire part de vos remarques. Je suis entièrement disponible. Alors, on va commencer par la naissance du développement durable. Je vais débuter en fait cette session par quelques chiffres. Sachez que mon objectif, c'est absolument pas d'être anxiogène, mais malgré tout, il y a certains de ces chiffres qui peuvent en angoisser certains. Mais c'est comme ça qu'est née justement cette volonté de développement durable. On est une population mondiale qui vieillit. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif parce que c'est-à-dire qu'on a amélioré la santé, le confort.
On est passé en 1900 d'une espérance de vie de 38 ans et aujourd'hui, on est pratiquement à 70 ans. Plutôt positif. Malgré tout, est lié à ça quand même une croissance démographique exponentielle. On a fait plus 50% en 30 ans. On a atteint il y a quelques semaines les 8 milliards sur la planète. Normalement, toutes les calculatrices, en tout cas les estimations, montrent qu'on atteindra en 2100 à peu près 10 milliards. Alors, il ne faut pas non plus être trop pessimiste parce que normalement, ce sera en tout cas, les calculatrices ont montré que c'est l'optimum et qu'après, on va redescendre tout simplement parce qu'il y a une gestion de la contraception. Je me suis permise de mettre sur toutes les diapositives que vous verrez à la fin des sources pour vous montrer que toutes ces données chiffrées sont des sources scientifiques qui ont été prouvées, éprouvées et qui sont liées à des sites comme l'ONU, l'ADEME, le GIEC, qui sont des sites vraiment, en tout cas, à pignon sur rue et avec des données croisées. Ça permettra de continuer de vous nourrir si vous avez besoin de plus d'infos. Donc, une population mondiale vieillissante et croissante. OK. Un épuisement des ressources naturelles. Je ne sais pas si vous connaissez, on en parle de temps en temps, mais le jour du dépassement. L'année dernière, c'était le 28 juillet. Alors, c'est quoi le jour du dépassement? En gros, à partir du 29 juillet, on vit en surconsommation. On consomme des ressources de notre planète que la planète ne peut pas renouveler. Voilà, donc on est en surconsommation. Derrière tout ça, il y a aussi peut-être des diapositives que vous avez vues. Alors, c'est en tout petit, mais l'objectif, en fait, c'était de dire, si on devait vivre tous comme des Qataris, il nous faudrait 9 planètes. Si on devait vivre comme des Américains, il nous faudrait pratiquement 5 planètes. En bas, si on reprend tous les pays, il y a des pays, en revanche, comme Madagascar, le Yémen, le Congo, où il leur faudrait moins d'une planète. Et là, vous vous dites, la France, on en est où? Probablement, certains d'entre vous le savent, mais en France, avec notre manière de vivre, il nous faut un peu moins de 3 planètes, 2,8 planètes. Donc, on vit clairement en surconsommation et il y a un épuisement des ressources. Ne vous inquiétez pas, après, je serai moins anxiogène. On a malgré tout une consommation de déchets qui est décuplée. Merci les 30 Glorieuses. Ça nous a apporté un confort extraordinaire. En revanche, on a multiplié par 2 en 40 ans le nombre de déchets. On est à peu près en gros à 600 kilos de déchets par an et par Français. Ce n'est pas sans conséquence ces déchets, parce que même la partie recyclage, qu'on fasse de l'enfouissement, de l'incinération, du recyclage, etc., c'est consommateur d'énergie. Et donc, ça produit des gaz à effet de serre. Un changement climatique évident. Alors, ça paraît très évident depuis quelques temps. Ça l'était moins il y a quelques années. Mais ce que je voulais vous partager, c'était des données qui viennent du GIEC. Donc, le GIEC, c'est un groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution. En 2018, ils ont publié une étude dans la revue Science qui estime à plus de 99,99% la probabilité que le changement climatique soit anthropique, c'est-à-dire lié à l'activité humaine. Bref, toutes ces données pour vous dire, on pourrait parler de la pollution numérique aussi, de la consommation d'eau, de l'épuisement de l'accès à l'eau, etc. J'ai pas mal de données sur ce sujet, diverses et variées. Mais en fait, ce contexte pour vous montrer que on pollue, on est là, on pollue, certes, mais il y a des conséquences, et ces conséquences, soit une pollution de l'eau, une pollution atmosphérique sur la santé. Et c'est pour ça qu'on doit réagir, parce qu'à un moment donné, en fait, cette pollution tue, et on doit réagir par rapport à ça. Et tout ça, en fait, ce contexte, il n'est pas né des 5 dernières années, ça s'est accéléré, j'ai envie de vous dire, mais c'est un contexte, en fait, qui a permis une prise de conscience mondiale, et pas que française, pas que européenne, ou en tout cas, c'est vraiment une prise de conscience mondiale qui est devenue citoyenne. Elle s'est apparue dans les années 60, où il y a eu la première publication écologiste. Et puis après, il y a les ONG. Alors, ça va vous parler, mais WWF ou Greenpeace, qui ont repris justement toutes ces données, qui ont commencé à parler de la disparition, des extinctions massives, en tout cas de la biodiversité, etc. Les États ont commencé à vraiment prendre en compte tous ces chiffres et ces considérations. Dans les années 2000 et plus précisément en 2019,
Les entreprises aussi ont été impliquées en France. Alors, on en parlera. Ça, c'est lié à la réglementation, la fameuse loi Pacte, et on parlera de la RSE. Et puis après, il y a vraiment une accélération de cette prise de conscience, que ce soit de la part des consommateurs. Alors, je vais vous donner un exemple. Le poids des consommateurs, il est énorme. Si on prend Nutella, par exemple, l'huile de palme, les orang-outans, etc., etc., je pense que cette petite info a diminué, je ne sais pas de combien, je ne suis pas allée voir les chiffres, mais probablement, on a arrêté nos achats compulsifs de Nutella. Donc, leurs ventes ont certainement été réduites de beaucoup. Donc, le poids des consommateurs est énorme. Et aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience citoyenne. Pour pas vous, en tout cas, vous connaissez Greta Thunberg, vous avez déjà dû la voir. Il y a de plus en plus de marches du climat qui ont été mises en route. Donc, il y a vraiment une démarche qui est forte et qui est internationale. Sur la suite de la session, je veux qu'on se focalise, ce qui était un peu le thème, sur le monde de l'entreprise. Et j'aimerais qu'on réponde à cette question, pourquoi les entreprises s'investissent de plus en plus dans une démarche éco-responsable ? Alors, peut-être que vous avez vos idées, peut-être pas. Je n'ai pas le moyen de vous questionner, j'aurais adoré. Vous pouvez peut-être donner vos réponses dans le chat, mais je ne le verrai pas. Donc, c'est Arnaud qui aura cette chance-là. Donc, pourquoi les entreprises s'investissent de plus en plus dans une démarche éco-responsable ? Il y a plusieurs motivations. Alors, ça va de motivations très vertueuses à des motivations beaucoup moins vertueuses. Peu importe, ça reste des motivations. La première, c'est la pression réglementaire. Je vous en parlerai un petit peu après, mais en effet, l'étau se resserre. Et à partir du moment où une loi tombe, là, pour le coup, le couperet, il est tombé et vous n'avez plus le choix. On a en effet la loi Pacte, dont je vous parlerai, qui a été créée, en tout cas qui est parue le 22 mai 2019. Il y a d'autres lois aussi. Par exemple, depuis le 1er janvier 2022, exit le plastique à usage unique. Donc, pour McDo, par exemple, ça a eu des conséquences énormes. Et ils ont dû retravailler leur modèle d'affaires. Ils ne peuvent plus générer autant de consommables. Donc, la pression réglementaire qui peut être une motivation pour les entreprises. Des opportunités de business, parce que souvent les contraintes, en tout cas, peuvent être une contrainte pour certaines entreprises, mais ça peut devenir une opportunité pour d'autres. Je vais vous donner un exemple. Miel. Miel, c'est une entreprise, il me semble, allemande, qui fait tout ce qui est électroménager. Vous avez peut-être un Aspiro chez vous. Et entre autres, ils font des machines industrielles pour les laveries. Eux, ils ont totalement repensé leur modèle par rapport aux laveries. Au départ, ils vendaient en fait des machines industrielles pour les laveries, voilà, des grosses machines pour laver. Aujourd'hui, ils vendent des kilos de linge propre. Alors, la différence, elle est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, ils louent une machine, ils apportent le produit pour, en tout cas, un produit biodégradable, donc les petites pastilles biodégradables, et ils gèrent la consommation d'eau. Donc, aujourd'hui, ils ont vraiment une approche de modèle business qui est durable. Ils ne vendent plus une machine, ils vendent une approche, un modèle durable et qui est plus propre. Ça peut aussi être une pression des investisseurs. Ça peut aussi te dire, ma motivation, c'est de comprendre pour anticiper les risques liés au changement climatique. Exemple, moi, j'habite autour de Lyon. Les étés sont de plus en plus chauds, mais comme chez vous. La sécheresse est de plus en plus intense. C'est-à-dire que l'année dernière, je crois que pendant 3-4 mois, il n'y a pas plus une goutte, en fait, de mémoire. Et quand je me baladais autour de chez moi, les champs de maïs, c'était catastrophique. Et je pense que de comprendre ces gros dérèglements climatiques et changements climatiques peut permettre, entre autres dans ce cas-là, de mettre en place des cultures qui sont adaptées à notre environnement. Et donc, finalement, on va gérer les risques en mettant, dans ce cas-là, par exemple, des cultures qui sont plus adaptées à nos nouveaux climats. Donc, comprendre pour anticiper les risques. Il peut y avoir une autre motivation et celle-ci, elle vous intéresse. Et là, vous allez être touché directement. C'est la pression des salariés, des collaborateurs, mais surtout des étudiants vétérinaires et des futurs collaborateurs. Pareil, je vais vous montrer une étude qui a été faite par Ecoveto, qui est une association de vétérinaires éco-responsables, hyper dynamique, qui montre l'impact en fait de l'environnement sur le choix de ces jeunes collaborateurs. On sait que sur le marché aujourd'hui, il manque de vétérinaires et qu'il y a une vraie tension sur ce marché-là. Donc, vous avez tout intérêt à réfléchir à ce type de pratique, ne serait-ce que, alors c'est peut-être un peu vulgaire pour vous, je suis désolée, mais pour améliorer votre marque employeur et pour séduire cette nouvelle génération.
et la partie développement durable est importante. Donc ça aussi, c'est une des motivations. Pression des clients, c'est les mêmes, c'est ces fameux citoyens, consommateurs, c'est vous, c'est moi, c'est votre voisin, c'est vos associés, etc. Après, il y en a une que j'ai rajoutée comme motivation. Alors ça, c'est Floriane qui m'a donné cette idée assez sympa. Floriane, qui est la présidente de Ecoveto. C'est dans votre code de déontologie vétérinaire. En effet, le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement. Donc, ça peut aussi être votre motivation. Et la dernière, qui est probablement la plus vertueuse, c'est d'avoir des convictions environnementales et de se dire qu'il faut qu'on change nos pratiques. Voilà. Donc, peu importe les motivations, il y en a beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui. Ça peut être soit une pression réglementaire, soit votre code de déontologie, soit la pression des jeunes vétérinaires, soit des convictions environnementales. Mais voilà les différentes motivations. Cette pression, je vous parlais de la pression réglementaire, elle est importante parce que souvent j'entends, bah ouais, mais de toute façon, nous on peut faire des trucs en France, mais ça ne sert à rien parce qu'il y a les Chinois, quoi. Alors oui, les Chinois, ils ont bon dos, mais en fait, cette pression réglementaire, elle est internationale. Elle n'est pas que chez nous. Il n'y a pas que les Français qui se sont mis en route. C'est une pression réglementaire qui est internationale, européenne et française, et qui est de plus en plus forte. En fait, en gros, les taux se resserrent. Vous pouvez le voir sur votre droite. Le premier sommet qui a eu lieu, c'était à Stockholm en 1972. Après, il y a eu le sommet de Rio, le protocole de Kyoto, ça doit vous parler. Le sommet de Johannesburg, c'est là où Chirac avait parlé de notre maison brûle et on regarde à côté. Je pense qu'il y a des mots qui ont été très forts. Les Grenelles, accord de Paris, la loi Sapin, etc. Et dernièrement, la loi Pacte, donc du 22 mai, qui a justement mis en avant la RSE, cette fameuse RSE que vous devez en entendre parler. Et en 2024, il y aura une nouvelle loi qui resserre encore les taux. Bref, les taux, d'un point de vue réglementaire, se resserrent. Donc, dans tous les cas, tout est en train de se mettre en place. Donc, cette loi Pacte, la RSE. RSE. Alors, généralement, tout le monde a entendu parler de RSE, mais personne ne sait ce que c'est parce que ça veut tout et rien dire. Je vais juste passer quelques minutes dessus et ça fait partie de notre culture générale. RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors, ce n'est pas responsabilité sociale et environnementale, comme je l'entends souvent, mais responsabilité sociétale des entreprises. Pour moi, parce que dans une de mes activités, comme le disait Arnaud, j'accompagne des PME dans une dynamique RSE. Donc, j'ai fait ma propre définition, qui est de la RSE, c'est tendre vers une croissance plus responsable, plus verte, plus sociale, tout en prenant en compte l'obligation de performance économique de son entreprise. On ne peut pas être déconnecté aux réalités. Vous gérez peut-être votre propre clinique vétérinaire, et ben ça doit marcher. Donc, même si on veut avoir, peut-être que certains seront choqués par le mot de croissance, peut-être, c'est des débats qui ont totalement lieu, mais aujourd'hui, on est quand même dans un environnement économique et donc on doit quand même tendre vers cette performance. Mais cette performance, elle devient intéressante parce qu'on parle maintenant de performance globale, c'est-à-dire une performance certes économique, mais environnementale et sociale. On essaye de plus en plus d'améliorer le bien-être au travail et d'avoir le moins d'impact sur son environnement. Quand je vais vous ouvrir les chakras sur des nouveaux modèles d'entreprise, il y a même des entreprises aujourd'hui qu'on appelle entreprises régénératrices, et elles ne raisonnent pas en moins d'impact, elles raisonnent en impact positif. Donc, ça peut aller même très loin. OK? Donc, performance globale. Alors là, c'est des gros chiffres. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous, en tant que veto, vous n'avez pas d'obligation. Ou très peu. Peut-être pour les dasseries. En tout cas, localement, vous avez quelques obligations liées à votre métier. Mais d'une manière générale, vous n'avez pas de grosses obligations. La fameuse loi Pacte, qui a érigé la RSE en France en 2019, elle oblige les entreprises qui sont cotées en bourse ou qui ont un CA de plus de 100 millions d'euros et 500 salariés. Ces entreprises, alors vous avez autour de vous ces entreprises, c'est Merial, Zoetis, Boehringer Ingelheim, en tout cas, excusez-moi, Merial n'existe plus, mais Boehringer Ingelheim, Virbac, TVM, etc., qui sont rentrées dans cette course éco-responsable parce qu'elles ont des obligations, elles doivent éditer un rapport RSE avec des reportings extra-financiers, c'est-à-dire que ce n'est plus que des données financières, mais il y a des données environnementales, sociales, de gouvernance, etc., Donc, elles ont, entre guillemets, une RSE obligatoire. Et certains de ces groupes, au contraire, ne le vivent pas comme une obligation
mais ont commencé une vraie démarche éco-responsable. Vous êtes plutôt dans le cas de figure de droite, c'est les autres entreprises, et c'est celles que j'accompagne en règle générale pour qui il n'y a pas vraiment d'obligation, mais il y a une envie, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, c'est de la RSE volontaire. Et celle-ci, c'est la plus sympa parce que, voilà, c'est vraiment basé sur, non pas des obligations, mais une envie et des convictions. Ce qui se passe en termes de réglementation, pour finir sur ce point-là, c'est qu'en 2024, la loi Pacte, en tout cas là c'est plutôt une loi européenne, continue d'évoluer. Et en fait, en 2024, il y aura des obligations pour les entreprises qui feront un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. C'est toujours pas vous probablement, mais en fait, ça veut dire que peut-être qu'en 2026, 2028, je sais pas, ça sera pour des entreprises de moins de 10 millions d'euros, etc., etc. Donc, de toute manière, il y a un moment donné, on sera, voilà, c'est ce que je vous disais, les taux se resserrent et à un moment donné, vous serez amené de toute manière à avoir des obligations. Donc, d'ici là, autant mettre la machine en route. Donc, voilà, soit on subit, soit on se dit que, en fait, et c'est là où ça devient intéressant pour vous, c'est de se dire, finalement, cette démarche, elle est vertueuse. Elle est vraiment vertueuse. On a tous envie d'être dans un environnement où on se sent bien, où on pollue moins, où les bénéfices pour vos collaborateurs sont bons. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement de bien-être. Donc, il y a des bénéfices derrière. Et c'est la partie vertueuse, en fait, de tout ça. Donc, engager une démarche éco-responsable, il y a plein de bénéfices. J'en ai pris que quelques-uns, ceux pour lesquels je pense que ça peut vous parler. Des bénéfices pour votre clinique. La première, c'est en termes d'image. Elle bonifie votre image auprès de votre clientèle. Alors, attention, bien évidemment, on peut faire du greenwashing, ça ne va pas être votre cas. Mais dans tous les cas, si vous le faites bien, si vous êtes aligné et que vous le faites vraiment avec... pas que pour l'image, et dans tous les cas, ça se ressentira auprès de votre clientèle. Donc, ça générera une notoriété, une meilleure image. Elle a un intérêt aussi pour vos équipes qui est énorme. Et ça, je le vois en fait. Je le vois et ça prend très, très vite. C'est que ça fédère, ça motive et ça engage vos équipes autour de projets collaboratifs vertueux. Il n'y a que du... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment intéressant. Et en fait, ça permet d'avoir des projets un peu transversaux où vous pouvez partir de petits projets tout simples, ce que j'appelle des éco-gestes, très faciles à mettre en place parce qu'il ne faut pas non plus être trop ambitieux au départ. Et puis, progressivement, quand vous voyez que c'est pris en... Voilà, que ça motive, que ça fédère, et d'aller un peu plus loin. Ça a vraiment un effet bénéfique sur les équipes. Ça vous inscrit à plus long terme dans une croissance durable. C'est ce que je vous disais, en fait. Il y a une prise en compte des risques. Le sujet d'Ergon cette année, c'est la crise, justement, comment se réinventer par rapport aux crises. Il y a la crise environnementale, il y a la crise, on a eu le Covid, il y a des crises économiques, etc. etc. Et en fait, anticiper ces crises, anticiper tous ces risques vous permet justement d'inscrire votre croissance, en tout cas d'inscrire votre entreprise dans de la durabilité. Et ça, c'est important. Et enfin, le dernier, celui dont on parlait tout à l'heure, peut aider à séduire de nouveaux et de jeunes talents. Et c'est la fameuse marque employeur. On n'est pas là pour parler de ça, mais aujourd'hui, on le sait, je me répète, mais il n'y a pas assez de veto sur le terrain et il y a une certaine tension. Et il faut un peu séduire, il faut donner envie. Et pour ça, entre autres, sans parler de greenwashing, attention, je ne suis pas en train de vous dire ça, mais ça peut vous aider à séduire des jeunes talents. Pourquoi? Ça, c'est une étude qui a été faite par Ecoveto, donc cette association française très dynamique, qui a fait une étude très récente auprès de 274 étudiants. D'accord? Et en fait, on s'aperçoit que les enjeux environnementaux pour les étudiants, c'est très important. 97% sur ces 274 étudiants pensent que la médecine vétérinaire doit se réinventer face aux enjeux environnementaux. 97%. C'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 60, c'est pas 70, c'est 97%. Pratiquement, en fait, tous les futurs vétérinaires. Je vous montre aussi encore je vous la donnerai cette étude si ça vous intéresse. D'ailleurs, elle a été publiée dans la dépêche Veto, la numéro 1647. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était mi-janvier. Il y a eu d'autres questions qui ont été posées. En tout cas, elle est très intéressante. Quel est ton sentiment vis-à-vis de l'avenir au regard du changement climatique? Je ne sais pas si vous voyez, en haut à gauche. En jaune, c'est inquiet ou inquiète. En rouge, c'est angoissé.
Quand vous prenez les deux, vous êtes pratiquement à 94% qui disent qu'ils sont inquiets et angoissés par les changements climatiques. D'accord ? Sens-tu que cet impact remet en cause ton engagement professionnel ? C'est le deuxième camembert du milieu. En jaune, un peu. En rouge, beaucoup. Plus de la moitié sentent que cet impact remet en cause leur engagement professionnel. Donc, ça va encore soutenir les 97% qui pensent que la médecine vétérinaire doit se réinventer face aux enjeux environnementaux. Aimerais-tu être formé sur de potentielles solutions ? Oui, à 80%. Et enfin, la dernière, pour 62% des étudiants, l'impact environnemental est un critère dans leur recherche d'emploi. Alors, si vous êtes là, si vous êtes adhérent à une démarche aussi entrepreneuriale, c'est un chiffre qui est quand même clé. 62% des étudiants prennent en compte l'impact environnemental dans leurs critères de choix. Voilà. Donc, alors en jaune, oui, mais ce n'est pas indispensable, mais c'est pratiquement à 50%. Oui, c'est un critère déterminant, un peu moins, c'est 12%. Mais dans tous les cas, c'est important. Les freins. Alors, les freins, ça, c'est la partie un peu rigolote parce que je l'entends toute la journée. Là, c'est des freins qui sont un peu spécifiques au développement durable. Le premier, c'est les peurs. En effet, j'ai commencé, alors c'est un peu hallucinant, mais on est obligé en fait de commencer avec quelques chiffres parce que voilà, pour montrer pourquoi cette démarche, pourquoi elle est essentielle en fait, et elle est indispensable. Donc, c'est des chiffres qui sont un peu angoissants. Donc, c'est les peurs. Et les peurs, on ne les gère pas tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui on va réagir en fonction, et il y en a d'autres pour qui cette peur crée un espèce de déni et on ferme les yeux en disant non, mais de toute façon, on ne va pas pouvoir faire, on ne peut rien faire, c'est catastrophique, on ne peut rien faire, donc je ne veux pas voir, je veux pas en entendre parler. Donc, comme frein, on peut avoir les peurs. On peut avoir les doutes et le scepticisme. C'est ce que je vous disais. Ouais, non, mais d'accord, mais la France, vous avez vu la taille de la France par rapport à la Chine. En fait, tout vient de la Chine, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, nous consommons des produits chinois, on le sait très bien. Donc, à partir de gérer notre propre consommation et décider de consommer local ou de moins consommer et mine de rien, il y aura des impacts non négligeables sur cette partie-là. Donc, doute et scepticisme. Les croyances. Alors, celle-ci, elle me fait rire parce qu'elle me fait rire. Souvent, j'entends, ouais, mais de toute manière, l'homme est vraiment intelligent et grâce à l'IA, on va avoir des solutions miracles. Alors, je sais qu'on est en train de voir si on ne peut pas aller habiter sur Mars. En tout cas, il y a pas mal d'autres solutions. Alors, en effet, il y a des solutions qui se mettent en place, heureusement, des pollueurs de l'océan. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas contre l'innovation, la technologie, etc. Mais en revanche, ça ne va pas tout révolutionner. Donc, il y a aussi une démarche à avoir personnelle et dans le monde de l'entreprise. Ampleur des changements. Pareil, parfois on se dit la marche elle est haute en fait. Et est-ce que j'arriverai à passer la première marche ? Alors moi j'ai une démarche qui est un peu différente, c'est de dire c'est pas grave, il faut y aller, il faut commencer et on va créer des petites marches. On va d'abord commencer par des petites solutions et puis progressivement on accélérera un peu les projets. Il vaut mieux commencer petit et commencer et engager ses équipes que de se mettre un objectif trop haut et finalement de décourager tout le monde. Donc certes, la première marche peut être grande, mais on peut la découper. Difficulté d'intégration, pareil, ça je peux l'entendre. Dans les cliniques véto, ce que j'entends, c'est oui, je suis convaincue, mais franchement, c'est pas aujourd'hui, je n'arrive pas à recruter. Peut-être qu'indirectement, on peut tourner le problème en sens inverse et de dire justement, ça peut être un atout de recrutement. Voilà, en tout cas, c'est les freins qu'on entend. Pareil, quelles que soient ses motivations, ses freins, on a le droit d'avoir tous nos freins. Mais dans tous les cas, si on commence par des petites étapes, ça peut aider à gérer ses freins. Absence d'outils et de données aussi. Ouais, j'aimerais bien, mais en fait, je ne sais pas quel est l'impact de mes actions. Donc, comme je n'ai pas de données, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, est-ce que je dois agir sur la mobilité, sur les déchets, sur le bâtiment, sur l'énergie, etc. De toute façon, je ne sais pas ce qui est le plus impactant. Mais en fait, là encore, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le domaine de la santé. Voilà, donc des freins. Bref, quelles que soient vos motivations et vos freins. Et ça,
Vous pouvez avoir des motivations extrinsèques, intrinsèques, etc. Peu importe. Moi, je suis persuadée qu'il est temps de vous lancer dans une démarche éco-responsable. Et en commençant par des petites étapes. On verra ça dans le 9 mars, cette démarche pratique, simple, etc. Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. Je trouve que cette citation, elle a beaucoup de sens pour moi parce que dans plein d'autres domaines, on l'a vu. Et à un moment donné, vous avez votre rôle à jouer et je sais que ça va marcher. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. 2 minutes d'ouverture des chakras. Donc, c'est ce que je vous disais avant qu'on arrive sur la partie un peu plus veto. Là, je vais vous les ouvrir vraiment. J'aurais pu aller plus loin, mais ne vous ayant pas en face, je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Mais je peux aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais je me suis limitée. Vous avez dû entendre parler des entreprises à mission. Pareil, dans la loi Pacte, avec l'arrivée de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on parle des entreprises à mission. Les entreprises à mission, en fait, elles se dotent d'une mission sociétale. Mais ce n'est pas juste des paroles, en fait. Elles l'écrivent dans leur statut juridique. Et donc, à partir de là, elles s'engagent dans une mission qui est sociétale. Elles la définissent ensemble. Et en fait, leur entreprise, voilà, une économique profitable, mais aussi une mission sociétale. Donc ça, on en entend beaucoup parler. Il y a des grandes entreprises, il y a des petites entreprises. Pareil, il n'y a pas de profil d'entreprise, en fait. Il ne faut pas être un industriel à mission. Il ne faut pas non plus être que L'Oréal. En tout cas, peu importe. Ça peut être une petite boîte aujourd'hui. Comme un veto, quoi. La perma-entreprise. Alors, la perma-entreprise, bien sûr, ça fait référence à la permaculture et aux 12 principes de la permaculture. Alors, je ne sais pas si vous avez un jardin potager chez vous, mais si vous l'avez, donc voilà, il y a 12 principes. Et en fait, c'est appliquer ces principes-là de la permaculture à l'entreprise. En gros, on tourne autour des 3 P aussi, qu'on peut appeler People, Profit et Planète. Prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les richesses. Alors pareil, ça paraît un peu fou. On se dit non, mais attends, il y a 2-3 illuminés qui fument des pétards et perdus je ne sais pas où, qui sont en train de mettre en place ces principes-là. Non, je vous prie de croire que c'est loin d'être des illuminés. J'ai rencontré, par exemple, le créateur de la perma-entreprise, c'est Sylvain Brezard, qui a une double casquette absolument dinguissime. C'est qu'il est à la fois il est dirigeant d'entreprise et il a créé une boîte qui s'appelle Nord6. 600 personnes dans cette boîte de digital. C'est une entreprise qui est profitable. Mais il a aussi une autre casquette, c'est qu'il est le président d'honneur de Greenpeace France. Donc, il a vraiment cette double casquette. Il a beaucoup agi dans le milieu entrepreneurial justement pour que les entreprises s'engagent. Et il a créé cette perma-entreprise. Je peux que vous conseiller d'acheter ce livre parce qu'il est vraiment, il ouvre bien les chakras et en fait, il y a une mise en pratique, une méthodologie directe pour pouvoir le mettre en place. Et enfin, une autre entreprise, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'entreprise régénérative ou régénératrice. Et celle-ci, en fait, ils sont partis d'un constat, ils ont dit, nous, on ne veut pas faire moins de mal, mais on veut faire plus de bien. Et donc, on veut essayer de régénérer l'environnement. Donc, cette entreprise régénérative est celle dont les activités contribuent à la régénération de l'environnement, à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et de la société en général, tout en restant performante sur le plan économique. Là, par exemple, il y a actuellement un énorme mouvement qui est en train de se mettre en place. C'est ce qu'on appelle le CEC, Convention des entreprises pour le climat. Et en fait, ils sont vraiment dans cette démarche d'entreprise régénérative. Pareil, je vous conseille d'aller de vous nourrir de ça parce que c'est très, très intéressant et c'est totalement adaptable au monde vétérinaire. Je vous ai mis des sources, encore une fois, en bas pour aller voir ce qui se passe un peu dans ce type d'entreprise. Donc, de cette première étape où on parlait de fondamentaux, de culture générale, pour qu'on ait vraiment un vocabulaire commun. Et si nous devions mettre en place une démarche éco-responsable dans une clinique vétérinaire, quels seraient les principaux leviers? Alors, désolée, je vais encore faire un petit peu de théorie, mais déjà, la question, c'est qu'est-ce qu'une entreprise éco-responsable, en fait? Une entreprise est éco-responsable dès lors qu'elle intègre de façon globale les impacts environnementaux dans ses critères de décision,
pour l'amélioration et la gestion de l'ensemble de ces processus. C'est-à-dire qu'on ne prend pas que des décisions économiques, mais on prend aussi des décisions environnementales. Il y a des décisions économiques qui prennent en compte les environnementaux. Ça, c'est une définition de l'ADEME. L'ADEME, pareil, c'est vraiment un moteur pour vous, un moteur de recherche qui est absolument passionnant parce qu'il y a énormément de statistiques, énormément d'études, énormément de données. Ils sont vraiment dynamiques et je vous conseille d'aller voir de temps en temps. Il y a aussi des données dans le domaine de la santé, moins dans le domaine veto, il y a encore tout à créer. Donc, les 5 grands défis environnementaux dans le monde vétérinaire. Alors ça, c'est suite à mes recherches. Peut-être qu'il y en a 6. J'en ai peut-être oublié. C'est vraiment une approche assez pragmatique. Mais pour moi, le premier, c'est changement climatique. Donc, tout ce qui est réduction des gaz à effet de serre. La réduction des déchets, ça, c'est vraiment important dans le monde véto parce qu'il y a l'utilisation de beaucoup de consommables. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ecoveto, justement, a travaillé à des groupes de travail. C'est passionnant sur les litières, sur les alaises, en tout cas sur la réduction vraiment de vos déchets. Il y a aussi les pandémies, donc le rôle que vous avez dans la santé publique. Destruction de la biodiversité, vous pouvez aussi avoir un rôle important sur toute notion de biodiversité, ne serait-ce que par vos études. Et enfin, alors on en parle, ça fait des années qu'on en parle, mais d'avoir une approche plus précise parce qu'il y a un impact non négligeable de l'utilisation de tous ces soins. Nous, dans l'exposé et dans la suite de mon exposé et surtout dans le 9 mars, on va plutôt réfléchir à les défis environnementaux, vos défis environnementaux sur tout ce qui est changement climatique, donc réduction des gaz à effet de serre et la réduction des déchets. Aujourd'hui, il y a très peu de données dans le monde vétérinaire. Franchement, pour préparer cette réunion, j'ai commencé à me plonger et j'ai cherché pas mal de choses. C'est vrai qu'il y a peu de choses, mais il n'y a pas rien. Il y a peu de choses. Donc, il y a un gros travail de collègues qui sont faits à l'étranger, en Angleterre, au Canada, aux USA. Il y a aussi, pour le coup, il y a un gros mouvement qui est fait dans le domaine de la santé humaine. Activités. Moi, dans mes activités dans les PME, par exemple, il y a des choses, si on travaille sur le bâtiment, sur l'énergie, en tout cas sur la consommation d'eau, on peut faire des parallèles quand même, on peut faire des extrapolations dans d'autres activités. Dans tous les cas, c'est ce que je vous disais, il y a un travail d'extrapolation et d'adaptation à la pratique vétérinaire à faire. Et là, encore une fois, je me répète, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il faut vraiment soutenir ce mouvement-là. Cette association Ecoveto qui travaille pour que ce soit très pratique, que ce soit à la fois scientifique et très pratique, qui vraiment travaille pour la médecine vétérinaire française, donc est en train de travailler sur l'extrapolation de pas mal de données et d'une mise en pratique pour votre pratique. Donc, il commence à avoir quelques données. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de données, on ne va pas non plus attendre d'avoir toutes les données pour s'apercevoir que c'est trop tard. Donc maintenant, malgré ce manque de données, vous pouvez commencer à engager une dynamique éco-responsable dans votre structure. Comment ? Pareil, j'ai réfléchi sur les principaux leviers dans une structure vétérinaire. Alors, j'en ai identifié 9, mais peut-être qu'il y en a 10, peut-être qu'il y en a 11. En tout cas, n'hésitez pas à me compléter et je pense qu'on a vraiment intérêt à avoir une approche collective. Le premier, c'est le bâtiment et la consommation énergétique. Donc là, il y a de plus en plus de données. Alors, c'est sûr que si on construit un bâtiment neuf, c'est plus simple de le faire en autosuffisant. Maintenant, vous n'allez pas tous construire des bâtiments neufs. Pareil, il y a pas mal de choses autour de la gestion du bâtiment, des déperditions énergétiques, du choix de son énergie, de la mise en place de thermostats. En tout cas, il y a plein de petites réflexions à avoir, assez simples, déjà pour commencer à réduire ces déperditions énergétiques. OK ? Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est transport et mobilité. Alors certes, je ne vais pas vous demander d'aller en vélo à faire vos visites. Pourquoi pas ? Vous pouvez aller sport et plaisir, mais bon, ça va être compliqué avec le matériel. Mais aussi sur la mobilité quand vous rejoignez la clinique. Il y a des réflexions sur vos plannings, l'organisation des plannings. En tout cas, il y a des réflexions à avoir. Tout ne peut pas être appliqué, mais il y a probablement des réflexions à avoir autour du transport et de la mobilité. Les déchets et consommables, pareil, ça c'est un gros levier. Un gros levier parce qu'on s'en est aperçu dans le domaine de la santé. C'est vraiment un producteur de déchets. Je vais vous montrer quelques données après sur la santé humaine en général.
Mais c'est un des gros leviers sur lequel on peut agir. Et là, pour le coup, il y a des choses à mettre en place. Les gaz. Gaz réfrigérants et anesthésiques. Au premier abord, en fait, je n'avais pas pris en compte ça. Mais c'est en regardant un peu une association qui s'appelle VetSusten, qui est une association anglaise, au même titre que Ecoveto en France, et qui a commencé à travailler sur ce qu'on appelle des bilans carbone, des calculateurs d'empreinte carbone. Et en fait, ces gaz, on le savait, sont très polluants. Et il y a des choses aussi à mettre en place. La consommation d'eau, bien évidemment, réduction de la consommation d'eau, mieux gérée. Gestion des achats. Ça, pour moi, c'est vraiment un point important d'avoir une gestion des achats et de savoir à qui on achète, comment. Et dès qu'on peut, le faire plus ou moins local. Ce que je vous disais, vous, chez vous, il y a quand même une grosse partie de médicaments, mais aussi de matériel. Sachez que vous pouvez questionner les labos, savoir ce qui est mis en place, etc. Ça permet des échanges qui sont vraiment intéressants. De toute manière, dites-vous qu'il y a des choses qui sont mises en place. Moi, à l'époque, quand je travaillais chez Merial, je me souviens qu'on avait travaillé sur l'éco-conception d'équivalent duo, parce qu'en effet, le bilan carbone pour la production n'était pas terrible et il y avait vraiment des grosses réflexions sur comment l'éco-conception des packaging, mais aussi comment reprendre une production un peu plus locale. Le soin des animaux, on l'a vu, c'est de passer en fait d'une approche vraiment curative à plus préventive. Et là, vous avez un rôle important. Il y a aussi l'impact des APE sur les sols et l'environnement. En tout cas, il y a pas mal de réflexions en cours. Ecoveto travaille sur ça, entre autres. L'informatique et le numérique, c'est un autre des leviers. Numérique, ce n'est pas sans conséquence sur l'environnement. On est d'accord. Aujourd'hui, ça représente 4% des gaz à effet de serre. 2025, ça sera 8%. Donc, on peut avoir une approche numérique un peu plus responsable. Et enfin, l'alimentation. Alors ça, c'est à titre perso. Mais en effet, l'alimentation locale, ce n'est pas sans conséquence. Au niveau d'une clinique veto, bien sûr. Mais au niveau l'alimentation, sur tout ce qui est gaz à effet de serre, c'est très important. Agriculture, alimentation, etc. Donc, voilà les 9 leviers sur lesquels je pense que dans une clinique vétérinaire, on peut intervenir avec plus ou moins d'impact. Alors, ces impacts. Je vous parlais de VetStutten, justement. Le premier qu'on fait un bilan carbone. Alors, peut-être que bilan carbone, vous ne connaissez pas, mais en gros, c'est pour évaluer votre impact, en tout cas l'impact de l'entreprise en gaz à effet de serre et plutôt spécifiquement de CO2 ou équivalent CO2. D'accord? Et en fait, et l'énergie, les déplacements, les déchets, les gaz réfrigérants et les gaz anesthésiques. Donc, pour un Français, en tout cas, on dit 11 à 12 tonnes d'équivalent CO2. Et on s'aperçoit que ce qui rend compte, c'est la mobilité, le logement, biens et services, l'alimentation, vous voyez, c'est une grande partie, et tout ce qui est services et investissement public. Ça, c'était pour vous donner à peu près l'ordre d'échelle. Et donc, VetStutten, en fait, pour eux, c'est ces 5 clés. Moi, je pense qu'il y a vraiment une gestion des achats qui est vraiment très importante à prendre en compte dans votre bilan carbone. Je sais que Ecoveto est en train de travailler sur un bilan carbone. Et ça, ce sera magique le jour où on l'aura. Donc, ça vous permettra vraiment d'estimer un peu quelle est votre empreinte carbone et après de savoir quels sont les gros leviers dans votre clinique, spécifiquement à votre clinique, sur lesquels agir. Mais dans tous les cas, il y a ces 9 leviers. Je voulais vous donner quelques données dans la santé humaine. Empreinte carbone des services de santé en humaine. Ça, c'est des données mondiales. 17% de cette empreinte carbone vient des établissements et des bâtiments, des véhicules. 12% provient des sources d'énergie. D'accord ? 17% bâtiments, véhicules. 12% l'énergie, électricité, climatisation, chauffage. Et 71% approvisionnement. Et là, contrairement à ce qu'on pense, c'est ce que je disais, c'est en fait, on a un impact quand même. Alors, on dit, et ça, il faudrait qu'on en parle un peu plus en tête à tête, mais sur ce bilan carbone, on parle du scope 3. Mais en fait, vous avez un impact quand même sur ce scope 3. C'est par le choix
de vos achats. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas malheureusement, mais vous pourrez inciter vos fournisseurs à changer. Et puis, il y a des choix aussi que vous pouvez faire pour que ce soit une approche un peu plus locale. Parce qu'il y a une grande partie de l'empreinte carbone dans le domaine de la santé, 61% qui provient de la chaîne d'approvisionnement. Cette étude aussi, elle a été faite en dentisterie en Angleterre. Alors, je trouvais intéressant, certes, la dentisterie, en tout cas, vous ne faites pas que de la dentisterie dans la médecine vétérinaire, mais ça permet de comparer, de voir à peu près sur quels axes, quels leviers on peut agir. 65% pour le coup, c'est lié au trajet. Alors ça, c'est juste par rapport à la qui va chez le dentiste, entre autres, ce qui est énorme. Bah, vous, il y a aussi un impact quand même. Le choix du lieu, voilà, où on se situe, mais vous ne pouvez pas toujours choisir. 19%, bah, c'est les achats et 15%, c'est lié à l'énergie. Donc, progressivement, on va générer des données dans le monde veto et en France. Aujourd'hui, on n'a pas toutes ces données, mais on voit qu'il y a quand même des gros leviers sur lesquels agir. Alors, je ne sais pas quelle heure il est parce que je navigue à vue. Donc, on arrive. Donc, ce que je vous ai proposé en fait dans cette première étape, c'était vraiment les fondamentaux. Je voulais clairement vous ouvrir les chakras. Et puis, ne sachant pas quel était le niveau des uns et des autres, voilà, commencer à vous envoyer un peu du vocabulaire, des principes, etc. On va rentrer dans du concret, clairement, la prochaine étape qui aura lieu le 9 mars, où là, le thème qu'Ergon a donné, écologie vétérinaire, petits pas pour grande réussite. Et donc, l'idée, en fait, on a travaillé avec Ergon une démarche éco-responsable et comment vous engager finalement dans cette approche vertueuse en vous donnant une petite feuille de route, très simple. Pour moi, il faut commencer simplement pour engager ses équipes et puis après, il faut monter en puissance. Ça ne sert à rien de commencer à créer un projet, une usine à gaz. Donc, pour préparer ce prochain webinaire, je vais vous poser 5 questions et j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ces questions. Et si possible, que vous y répondiez et que vous me renvoyiez les réponses. La première, quelle est votre principale motivation à vous engager dans une démarche éco-responsable? On l'a vu, il y a des motivations diverses et variées. Soyez honnête, hein, ça ne sert à rien de prendre la conviction environnementale si ce n'est pas le cas, peu importe. Mais quelle est votre principale motivation? La deuxième question, principaux freins dans la mise en place d'une telle démarche dans votre structure. Est-ce que ça va être des freins structurels? Est-ce que ça va être des freins justement de doute, de peur, c'est pas ma priorité, etc. J'aimerais bien que vous identifiez vos freins. La troisième question, pensez-vous pouvoir engager votre équipe facilement? Et si oui, comment? Parce que ça sera intéressant d'avoir certains témoignages. Ça, c'est important, l'engagement. La quatrième question, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place de vertueux en termes de transition écologique dans votre structure? Vous allez voir, vous ne partez pas de rien en fait. Il y a déjà des choses que vous avez mis en place. Donc, j'aimerais bien que vous nous les partagiez. Et enfin, la dernière, qu'est-ce que votre structure gagnerait à mettre en place une telle démarche? C'est quoi le bénéfice pour votre structure? Si vous pouviez me renvoyer vos réponses sur ma boîte email caroline.convert@outlook.com d'ici le 24 février, ça me permettrait de faire une petite synthèse et la partager avec vous le 9 mars prochain. Ce serait super. Je vous ai rajouté des sources, toutes les sources pour vous nourrir. N'hésitez pas à les voir. J'ai plein de petits bouquins aussi à vous passer, j'ai oublié. Et voilà, et je vous donne rendez-vous jeudi 9 mars à 13h. Merci beaucoup. Merci Caroline. Voilà. Bravo pour cette présentation très bien minutée, on va dire, vu qu'il nous reste à peu près 11 minutes pour les questions. Oui, comme quoi. Hein. J'en profite pour inviter tout le monde donc, à continuer à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Alors, concernant les questions, j'ai quelques questions dans le chat. Il y a Brice, par exemple, qui nous demande si tu as des exemples d'utilisation informatique et numérique plus éco-responsable. Oui, j'ai plein d'exemples. Et j'ai même, pour le 9 mars, je vous prépare un petit tuto sur des petites choses, ce que j'appelle des éco-gestes numériques à mettre en place.
Alors, bien évidemment, il y a toutes les problématiques de stockage. Le stockage, c'est pas bon, hein. Plus il y a des serveurs, plus il y a du stockage, moins c'est bien. Donc, il faut régulièrement nettoyer ces mails et mettre à la poubelle. Il faut éviter des mails où il y a des trop lourds documents. Et puis après, il y a dans le choix de l'informatique, du matériel. En tout cas, Brice, j'ai plein de trucs. Et il faut aller voir Green IT, qui vous donne tous ces tutos. Ils ont fait énormément d'études sur le numérique. Donc, il y a beaucoup de données sur le numérique et sur l'informatique. D'accord. Ça me fait rebondir sur 2 autres questions qui sont apparues. Justement, vaut-il mieux envoyer un lien de téléchargement type WeTransfer ou des pièces jointes à un mail? Et deuxième question, on va dire un peu dans le même sens, est-ce qu'il vaut mieux imprimer une facture ou l'envoyer par email? Alors, moi, je suis pas une experte en tout cas dans tous ces domaines. Très clairement, c'est toujours hyper difficile dans ces approches environnementales. Alors, pour pas faire de référence, par exemple, à la voiture électrique, il y a voiture électrique, mais oui, mais la production de la batterie aujourd'hui, elle n'est pas terrible aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est mieux d'être en voiture électrique ou est-ce que c'est mieux de garder sa voiture? Pour les principes de numérique, c'est pareil. Est-ce que c'est mieux une version papier ou d'envoyer? En tout cas, on est en train de tendre vers tout ce qui est dématérialisé pour quand même réduire notre production de papier, pour réduire aussi la consommation de papier, etc. Maintenant, je peux chercher les données, je crois que je les ai. Je ne sais pas si c'est mieux, moins bien, mais il faut, voilà, si c'est pas nécessaire, en fait, il faut éviter, quoi. De tout ce qui est dans la consommation, voilà, vous me direz, les factures, c'est nécessaire. On tend vers la dématérialisation. Après, en effet, il faut gérer le stockage, en fait. Il faut qu'il y ait le moins en moins de stockage, quoi. Parce que ça, c'est pas bon en termes de serveurs. C'est ce que je vous disais aujourd'hui. Tout ce qui est numérique dans le monde, c'est 4% des gaz à effet de serre. Et en fait, comme on est vraiment en train d'évoluer sur ça, on va tendre vers 8% en 2025. Donc, mais je vous donnerai, j'ai préparé toutes les petits tutos pratiques pour ça. Super. On change un peu de registre et là, c'est Nancy qui nous demande si, au vu de nos fournisseurs, centrales et laboratoires, a-t-on vraiment le choix de nos chaînes d'approvisionnement? Alors ça, c'est un débat important. Là, je remets ma casquette d'avant, hein, parce que j'étais dans ces labos. Hein. Il n'y a pas les gentils et les méchants, en fait. Alors, tout. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que cette démarche, elle les touche certainement plus que toi. Donc, ils sont en train de mettre en place des démarches. Ils ont l'obligation, de toute manière, de mettre en place des démarches RSE. Il y a des labos pour lesquels, que ce soit Virbac, MSD, en tout cas, il y a plein de labos, moi, avec qui j'échange aujourd'hui, qui ont vraiment une démarche vertueuse. Donc, ils sont en train de travailler, par exemple, sur l'éco-conception de leurs médicaments. Ils sont en train de revoir aussi leur chaîne de production. Alors, ça, mais dans tous les cas, sache qu'ils ont une démarche. Ça n'empêche pas que tu peux les questionner. C'est intéressant quand même de savoir, ça les incitera d'aller de l'avant en disant, finalement, nos clients, ça les préoccupe. Donc, il y a un moment donné, plus on est de clients, il y a plus il y a de clients pour qui ça préoccupe, plus ils accéléreront la démarche en interne. Donc oui, tu ne peux pas avoir le choix sur tout. Je pense qu'il y a certains médicaments, malheureusement, tu ne peux pas tout choisir. En revanche, quand tu peux choisir, tu as un impact énorme à gérer tes achats. Après, tu peux quand même gérer une partie des achats de ta clinique en local, quoi. Pas sur la partie médicaments, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux gérer en local. Oui, oui, mais il y a même des petites choses. Hein, je prends l'exemple, nous, on avait choisi les bandes de coton Watt parce qu'elles n'étaient plus emballées dans du plastique. Ça, c'était un petit exemple. Alors, j'ai une question assez longue de Cyril que je vais vous lire. Quel lien entre développement durable et les autres évolutions sociologiques relatives à la position de l'animal dans la société? Par exemple, le véganisme et la remise en cause de l'animal de production, entre autres sur son impact environnemental, voire l'antispécisme et la remise en cause de l'animal de compagnie. Et est-il possible de se positionner sur l'un sans engager une réflexion et pas forcément souhaiter sur l'autre? Waouh. Je te laisserai lui répondre par email peut-être. Alors, non, tu veux. Alors oui, il y a un lien en fait. On en parle en fait. Il y a une évolution sociétale qui est certes liée à la pollution et on s'aperçoit que par exemple, pas l'agriculture, mais
la production, en tout cas, manger de la viande, ça pollue. Et donc, d'où ces tendances à un moment donné. Alors, pourquoi ça pollue? Parce que ça consomme énormément d'eau, que ce qui se passe probablement, et encore une fois, je ne suis pas une experte, mais au Brésil, il y a des fortes déforestations pour justement générer des cultures pour nourrir, etc., etc. Donc, tout est quand même lié, ça c'est clair. Maintenant, on n'est pas obligé sur tous les combats, en fait. Donc, je pense veto, tu peux être renseigné et de toute manière, les jeunes vétos, mais tu peux effet de serre ou te dire, moi, je vais me focaliser sur les déchets ou mais tu n'es pas obligé de devenir vegan pour avoir cette démarche. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais voilà, j'ai mes convictions environnementales, mais pour autant, elles ne sont pas non plus sur tous les domaines, quoi. Donc, tout est lié, mais on n'est pas obligé de s'engager sur tout, quoi. Bon, après, je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Hein. Je préférais t'avoir en face. C'est large. Encore une autre question. Comment les candidats ou collaborateurs s'informent-ils sur l'impact environnemental de l'entreprise dans laquelle ils postulent? Ah bah, il faut poser des questions. Il faut justement poser des questions. C'est le moment hein, dans l'entretien, mais il y en a de plus en plus qui le font. Hein. C'est qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'environnement? Est-ce que c'est quoi votre politique par rapport à la gestion des déchets? C'est quoi votre politique par rapport à poser des questions? Hein. De toute manière, il faut poser une question, c'est pas être agressif. En tout cas, la personne en face peut mal. Rien n'est mis en place. Mais dans tous les cas, ça peut amener justement en disant, bah moi, c'est des choses qui m'importent énormément, donc je pourrais les mettre en place chez vous, quoi. Ce qui est assez constructif, mais pour moi, c'est poser la question. Qu'est-ce qui est mis en place, hein? Il faut être assez transparent. Hein. D'accord. Et je vois encore une question là un peu plus concrète, s'il existe des solutions à proposer sur les gaz d'anesthésie, par exemple. Après, là, pareil, est-ce qu'on a déjà évalué l'impact de ces gaz sur... Alors, la question, tu m'anticipes parce que tu anticipes le 9 mars. Voilà, alors c'est un teasing pour le C'est un teasing pour le 9 mars parce que justement, c'est exactement là. le genre de... Et il faut que j'en parle. Je sais que Floriane, la présidente d'Ecoveto, elle est là. Il faut que je regarde un peu parce que je suis adhérente à la SOS depuis peu. Il faut que j'en discute avec elle pour savoir s'ils ont des données sur ça. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'aimerais bien pouvoir répondre à ta question le 9 mars. Voilà, donc désolé, c'est un teasing, tu n'as pas le choix, tu devras revenir. Il faudra revenir. Moi, j'avais une question. Comment on explique le fait qu'il y ait finalement très peu de données dans le monde vétérinaire parce qu'on parle de démarche One Health, etc., des médecins qui ont commencé, et finalement, dans le monde vétérinaire, on est, on va pas dire à la rue, mais presque, quoi. C'est une volonté politique, c'est un manque d'ambition, de temps, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est un constat. En fait, je sais pas. C'est un constat. Vous êtes un peu à la rue. Peut-être partant du principe que je sais pas en fait. Ce serait une bonne étude. Ce serait un bon sujet d'étude en fait. Après. La pression réglementaire peut-être n'est pas là aussi. C'est ce que je disais dans les motivations à un moment donné. Peu importe les motivations qu'on a, mais c'est un tout qui se met en place. Finalement, il y a à la fois une pression réglementaire, il y a des convictions, il y a différemment, il y a le fait que ça peut être une opportunité. Peut-être que voilà, ça n'a pas été mis en place encore et que progressivement, ça va se mettre en place. C'est une très bonne question, honnêtement. Mais je ne peux pas répondre. Mais vous êtes un peu en retard. Mais bon, c'est pas grave, on va se mettre. Alors, je vois dans le chat qu'apparemment Floriane te répond qu'elle t'enverra des données par rapport aux anesthésies fixes et locales. Donc voilà, ce sera pour la préparation du 9 mars. Mais il est 13h59, nous avons respecté ce timing plus que parfaitement. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, à mes questions. Donc, normalement, je pense qu'il y aura un replay qui sera disponible dans quelques jours.
et Caroline nous transmettra également sa présentation dans laquelle vous retrouverez tous les liens ainsi que les questions auxquelles il faudra répondre pour la prochaine session. Je vais conclure donc ce premier Ergon Café en vous remerciant tous encore de votre présence. Merci à Caroline pour cette très belle présentation et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup Arnaud. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.